Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des risques liés aux centrales et aux installations nucléaires. Pour rappel, le nucléaire est la première source de production et de consommation électrique en France. Il représente environ 70% de l'électricité totale produite. En plus de ça, on utilise aussi la radioactivité dans d'autres secteurs, la médecine, l'industrie, l'agriculture, bref, on s'en sert pas mal. Mais sans faire de catastrophisme et malgré toutes les précautions prises par les exploitants, nos centrales nucléaires ne sont pas totalement à l'abri de dysfonctionnements, d'incidents, voire d'accidents plus ou moins graves, susceptibles de rejeter dans l'environnement des substances radioactives dangereuses pour les populations. Alors évidemment, tout de suite, nous viennent à l'esprit les images de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, en ex-Union soviétique, ou encore celle de Fukushima en 2011 au Japon. Il s'agit là bien sûr d'accidents exceptionnels et heureusement rarissimes. Mais comme le risque zéro n'existe pas, mieux vaut en être informé et savoir y faire face, au cas où. Il existe différents niveaux d'incidents ou d'accidents nucléaires. Ils sont classés sur une échelle internationale des événements nucléaires appelée INES. Dans le cas des centrales nucléaires, les niveaux les plus graves mais aussi les plus rares, ce que l'on appelle des accidents, ont pour origine un endommagement souvent dû à un défaut de refroidissement de matière radioactive, par exemple le cœur du réacteur nucléaire. Pour bien comprendre, regardons ce qui se passe dans le réacteur d'une centrale. Voilà, nous y sommes. Ces longs tubes métalliques remplis d'uranium constituent le combustible. À l'intérieur, les atomes d'uranium sont cassés pour obtenir de l'énergie. Le principe est le suivant. Quand on envoie un neutron sur un noyau d'uranium-235, le neutron est capturé et, en même temps, le noyau se casse en libérant de l'énergie sous forme de chaleur et de rayonnement. Mais ce n'est pas tout. Le noyau éjecte aussi 2 ou 3 neutrons qui, à leur tour, vont être capturés par d'autres noyaux d'uranium-235 qui vont se casser, libérer de l'énergie et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle la réaction en chaîne. En cas de problème, il faut donc réussir à arrêter cette réaction en chaîne et continuer de refroidir le cœur du réacteur car la production de chaleur ne s'arrête pas d'un seul coup. Sinon, que peut-il se passer? Eh bien, si les systèmes de refroidissement sont défaillants, la température dans le cœur du réacteur augmente et on va arriver progressivement jusqu'à la fusion du combustible qui se transforme en un liquide extrêmement chaud, environ 3000 degrés Celsius, qui va faire fondre la cuve du réacteur et répandre les produits radioactifs dans le sol et le sous-sol. Et ce n'est pas tout. En même temps, la pression augmente dans l'enceinte du réacteur à tel point qu'elle risque de l'endommager, laissant alors s'échapper des quantités importantes de substances radioactives dans l'air. Voilà pour le scénario catastrophe. Mais rassurez-vous, avant d'en arriver là, il y a de nombreux dispositifs de protection pour contenir les matières radioactives. L'un des plus visibles, c'est l'enceinte de confinement en béton qui entoure le réacteur. Elle est conçue pour résister à toutes les contraintes résultant d'un accident grave. Au-delà, si la pression dans l'enceinte augmente au risque de dépasser la limite de résistance, il est possible de dépressuriser l'enceinte en faisant un rejet dans l'atmosphère à travers des filtres destinés à retenir la majeure partie de la radioactivité. Mais c'est une solution ultime qui entraînera toutefois des rejets d'éléments radioactifs dans l'air. Enfin, il faut rappeler que nos centrales nucléaires sont inspectées et contrôlées tout au long de l'année par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, devenue en 2025 la SNR, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Pour autant, nos centrales sont-elles vraiment à l'abri d'un événement exceptionnel comme par exemple les inondations, les submersions marines, les tempêtes ou encore les tremblements de terre? Voyons ça.
Située dans l'estuaire de la Gironde, la centrale du Blayais a subi en 1999 d'importantes inondations causées par la tempête Martin, heureusement sans provoquer d'accidents ni conséquences graves. Mais le fonctionnement de certains systèmes de sûreté est resté paralysé pendant plusieurs heures. Depuis, les dispositifs de sûreté ont été renforcés et les digues de protection ont été rehaussées, tout comme à la centrale nucléaire de Gravelines, située en bordure de la mer du Nord. Alors, quels sont les risques pour la population lors d'un accident nucléaire? Évidemment, le gros risque, c'est l'exposition à la radioactivité. Mais attention, il faut distinguer l'irradiation et la contamination. L'irradiation, c'est la conséquence d'une exposition directe au rayonnement produit par la source radioactive. En cas d'accident, le personnel qui travaille dans une centrale ou une installation nucléaire est donc particulièrement exposé. On distingue toutefois 3 types de rayonnement. Les voici. Commençons par le rayonnement alpha. C'est une particule assez grosse qui peut être arrêtée par une simple feuille de papier. Et si elle entre en contact avec la peau, elle reste en surface. Le deuxième, le rayonnement bêta, provient d'une particule un peu plus petite. Cette fois-ci, pour l'arrêter, il faut par exemple une feuille d'aluminium. Si cette particule rentre en contact avec la peau, elle va s'enfoncer un peu plus profondément, à quelques millimètres, et peut provoquer des brûlures. Enfin, les rayons gamma sont les plus pénétrants. Il s'agit cette fois d'une onde électromagnétique comme les rayons X. Pour les arrêter, il faut une grosse épaisseur de plomb ou de béton. Si l'on s'approche trop près d'un élément qui émet des rayons gamma, on peut être irradié. Les rayons traversent le corps et peuvent abîmer les cellules de l'organisme. Le deuxième risque, c'est la contamination par des poussières radioactives qui sont dans l'air, au sol, dans l'eau, sur des végétaux, etc., etc. Bref, on peut les respirer et même les avaler si l'on consomme des aliments ou de l'eau contaminée et donc être soi-même contaminé. Durant le temps où ces particules restent dans le corps, elles émettent des rayonnements qui irradient les organes où elles se sont fixées. On parle alors d'irradiation interne. Bien sûr, les risques pour la santé dépendent du niveau et de la durée d'exposition à la radioactivité. Plus l'exposition est élevée, plus le risque de cancer et de leucémie augmente. Et ces conséquences peuvent apparaître plusieurs années après l'exposition.